Avoir une conscience de soi aiguisée, c'est souvent accompagné d'un flot de pensée presque infini qui vient sans cesse nous harceler dans nos vies quotidiennes. Et souvent, quand tu es avec des potes, il peut t'arriver de te demander si eux aussi sont en train de tout suranalyser. Et tu vois sûrement de quoi je parle, ou non. Et si ce n'est pas le cas, ça ne veut pas dire que tu es un robot. C'est simplement que la conscience de soi, c'est pas si commun que ça en fait. Alors attention, on a tous conscience de nous-mêmes, mais par conscience de soi, j'évoque un degré supérieur. Un degré qui amène une surréflexion constante sur nous-mêmes et nos actions. Mais attention, à la base, c'est très sain d'avoir conscience de soi. Ça te permet de comprendre tes pensées, tes sentiments et tes comportements, ce qui va améliorer ta prise de décision et tes relations interpersonnelles. Mais une introspection excessive ou une réflexion trop poussée peut avoir l'effet inverse et entraîner une augmentation du stress et de l'anxiété, ainsi qu'une diminution du bien-être général. Mais en ça, c'est quoi ce concept de manière plus globale? Eh bien à la base, la conscience de soi, c'est la capacité de se voir clairement à travers le prisme de l'introspection et de la réflexion. On va évoquer le modèle de la fenêtre de Johari pour nous permettre de mieux comprendre ce phénomène. Cette fenêtre, c'est un outil simple et efficace pour comprendre notre relation avec nous-mêmes et avec les autres. Le modèle divise la conscience personnelle en 4 cadrans. Une première zone ouverte, où on aurait les informations sur nous-mêmes que les autres et nous-mêmes connaissons. Une zone aveugle, avec les informations que les autres connaissent sur nous, mais que nous ignorons. Une zone cachée, avec les informations que nous connaissons sur nous-mêmes, mais que nous choisissons de ne pas révéler aux autres, n'est-ce pas bande de petits coquins? Et une zone inconnue, avec des informations inconnues de nous-mêmes et des autres. Parce que oui, la conscience de soi, c'est pas seulement une question d'introspection. Elle concerne également la façon dont nous sommes perçus par les autres et notre capacité à nous adapter en fonction de cette perception. Il s'agit donc d'une interaction dynamique entre la compréhension interne et le retour d'informations externes. Et ok, c'est cool de savoir ça, mais maintenant on va arriver au paradoxe de la conscience de soi. Ce paradoxe, c'est ce moment où tes pensées dévient fortement vers une réflexion excessive, qu'on peut appeler l'hyper-réflexion. C'est dû au fait que l'outil même qui nous aide à naviguer dans la vie, la conscience de nous-mêmes, peut également nous amener à devenir trop critiques et à nous enfermer dans une boucle d'introspection excessive. Ce phénomène est bien documenté dans la recherche psychologique, en particulier dans l'étude de la rumination. Et ça n'a rien à voir avec les vaches. La rumination, c'est une forme de réflexion excessive qui consiste à ressasser continuellement les mêmes pensées, souvent tristes ou sombres. Une étude de Nolen Oeksema, j'espère vraiment que ça se dit comme ça, sur les effets de la rumination, montre que si l'autoréflexion est censée nous aider à résoudre les problèmes et à mieux nous comprendre, elle peut devenir contre-productive lorsqu'elle se transforme en rumination. Et ça peut jouer à entraîner un déclin de la santé mentale. Parce que c'est cool d'avoir un point de vue critique sur nous, mais ça l'est beaucoup moins quand on commence à s'auto-philipper de best pour rien. Et prépare-toi pour beaucoup d'originalité, mais forcément avec les réseaux et l'accès à l'information, ce phénomène a tendance à s'aggraver avec la comparaison constante avec autrui. Mais même sans eux, l'hyper-réflexion, ça devient vite très chiant. Et c'est chiant parce que forcément quand c'est un flot constant de pensées négatives, eh bien c'est loin d'avoir des conséquences positives sur le bien-être. Ça crée de l'anxiété, ça peut alterner les prises de décision, voire créer une paralysie décisionnelle due à l'analyse excessive de tous les scénarios et résultats possibles. Puis, ça va jouer sur les relations, le moment où tu crées des malentendus parce que tu as suranalysé la moindre petite chose. Et le pire, selon moi, parce que ça je l'ai vécu, c'est les troubles du sommeil. On a l'impression quand on est au lit d'avoir une incapacité à éteindre nos pensées. Et on est là à se poser plein de questions, se faire 10 000 scénarios et analyser des choses inutiles sans pouvoir s'arrêter. Et du coup, ça amène à la question, comment on atténue ça? Et pour ça, on va voir un florilège de stratégies fondées sur des données probantes. Et chacune a globalement le même objectif, s'engager dans des activités qui nous ancrent dans le présent et favorisent une relation constructive avec nos pensées. La première stratégie, c'est un peu ambigu mais c'est intéressant. C'est la technique de diffusion cognitive. Ça vise à réduire l'impact des pensées négatives en les observant sans s'y attacher. On cherche ici à considérer que les pensées sont des simples mots et pas des vérités. En tout cas, pas toutes. Et on va prendre acte de manière détachée qu'on a tendance à penser quelque chose, mais sans s'y attacher. Si mon cerveau pense à un moment à du ketchup, ok, je prends note. Je pense à du ketchup. Mais ce n'est pas pour autant que le ketchup va devenir une vérité auquel je dois donner de l'importance. La seconde stratégie, c'est ma préférée, c'est de s'engager dans des activités de flux. En gros, le concept de fluidité, ça a été introduit par le psychologue Mihaly, je ne sais pas lire ce nom, et ça décrit un état d'immersion totale dans une activité à la fois stimulante et gratifiante. Vous connaissez sûrement ce concept sous le nom de flow. Et des études suggèrent que la pratique d'activité qui induit un état de fluidité, comme la pratique d'un instrument de musique, de la peinture ou même du sport, ça peut réduire de manière significative le nombre de pensées excessives. Tu profites pleinement de l'instant présent et de l'activité sur laquelle tu es, et rien d'autre. Puis ça peut aussi fonctionner avec des moments simples comme de la marche en nature. Pour la troisième stratégie, on va partir du principe que tes pensées entraînent souvent des inquiétudes fondées ou non. Et dans ce cas-là, tu vas te prévoir des moments pour noter ces dernières. Par exemple, ton inquiétude est de savoir si tu vas pouvoir entrer dans l'école que tu rêves d'avoir. Eh bien, tu vas prendre ce moment pour écrire des manières de résoudre ce problème plutôt que de simplement être inquiété. Ça a l'air facile à dire, je suis d'accord, mais essaye quand même de le mettre en pratique. C'est une forme constructive d'auto-réflexion. Puis enfin, avoir une organisation au millimètre près de ta journée, même des simples détails, ça peut t'aider dans certains cas à réduire ta charge cognitive et prévenir des suranalyses de décisions mineures. Mais dans tous les cas, n'oublie pas que tu n'es pas seul à avoir ces pensées constantes ou une trop grande conscience de toi. C'est important de se dire que beaucoup d'autres personnes sont sûrement victimes de ce que tu vis aussi. Et relativise aussi en te disant que même si parfois ça peut sembler être un fardeau, c'est à beaucoup d'égards une chance. Salut!